à toutes et à tous. Merci d'assister à cette table ronde intitulée Coopération et maintenant. En dépit d'une volonté politique très forte en France, de la France d'ailleurs, les coopérations ont eu du mal à se concrétiser lors du dernier quinquennat, entre la France et l'Allemagne, entre la France et la Grande-Bretagne dans le domaine des missiles, et enfin entre la France et l'Italie dans le domaine naval. Comment redonner une impulsion ou faut-il dire stop? Pour ce débat, nous avons la chance d'avoir des intervenants très prestigieux. Joël Barre, délégué général pour l'armement. Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Et Bruno Evin, PDG d'Airbus Hélicoptères. Sans plus tarder, Joël Barre. La France a lancé de très nombreuses coopérations ces dernières années dans le cadre de partenariats stratégiques avec l'Allemagne, mais aussi avec la Grande-Bretagne et l'Italie. Quel bilan tirez-vous de ces 5 dernières années en matière de coopération? Est-ce que c'est un verre à moitié plein ou à moitié vide? Bien, écoutez, d'abord je rappellerai qu'effectivement, vous l'avez dit, Michel, ça fait partie de notre stratégie que de promouvoir la coopération européenne sur les programmes d'armement, pour un certain nombre de raisons qui sont bien connues. La première, c'est que si on veut effectivement promouvoir l'Europe de la défense, et je crois que c'est la volonté politique du gouvernement français, mais aussi des autres gouvernements européens, il faut avoir une politique de coopération en matière d'armement. La deuxième raison, c'est que pour nos armées, la coopération sur les programmes d'armement, ça améliore, pour ne pas dire garantit, l'interopérabilité entre les forces, et celles-ci agissent et agiront de plus en plus en coalition. On le voit évidemment aujourd'hui en Ukraine en particulier. La troisième, c'est que ça a un intérêt économique. On va partager les coûts non récurrents d'un programme en développement. On va allonger les séries, ce qui va normalement diminuer les prix récurrents. Je dis normalement quand même, à condition que tout ça effectivement soit correctement négocié par les agences exécutives et les industriels qui réalisent ces matériels. Mais c'est toujours le cas, je peux vous en assurer. Et puis la quatrième raison, c'est que il faut aussi que, et c'est un des objectifs que nous poursuivons, il faut aussi que l'industrie de l'armement, Thierry Breton le disait ce matin dans son intervention introductive, l'industrie de l'armement s'européanise de plus en plus, et que pour s'européaniser, il faut évidemment que l'industrie de l'armement des différents pays que nous sommes, elle ait des programmes qui peuvent supporter ces actions de restructuration industrielle qui sont nécessaires à l'échelle européenne. C'est la théorie de la corbeille et de la mariée. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, si on veut marier deux industriels européens de deux pays différents, il vaut mieux qu'il ait un programme fédérateur qui lui permette d'exercer ce rapprochement que l'on recherche. Bon, ça je crois que sur les objectifs, on est tous d'accord. Ensuite, il faut passer à la réalisation, aux actes. Il faut passer aux actes. Alors, où en sommes-nous, puisque vous me demandez quel est le bilan? Bon, d'abord, là, il y a de plus en plus de coopération dans nos réalisations en termes de programmes d'armement en France. Nous avons grosso modo aujourd'hui une dizaine de programmes en réalisation, tout domaine confondu. Je ne parle pas que de l'aéronautique ou du spatial dans ces chiffres-là. Nous avons une dizaine de programmes en préparation et nous allons vers à peu près 15% de notre budget d'investissement des programmes conventionnels, c'est-à-dire je mets de côté la dissuasion, qui vont être consacrés désormais à ces programmes de coopération. Je parle des crédits d'investissement français, bien entendu. Donc, c'est une tendance à avoir de plus en plus de coopération, et c'est bien un des objectifs que nous poursuivons quand nous essayons de construire un programme. Alors, nous avons, pour répondre plus précisément à votre question sur le verre à moitié vide ou à moitié plein, nous avons eu des réussites quand même. Il y a quelques mois seulement, c'est même plutôt quelques semaines, nous avons réussi à lancer la réalisation de l'Eurodrone. De l'Eurodrone avec l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, il a fallu du temps pour construire le programme, construire l'accord de coopération, affiner certains choix industriels encore récemment, mais désormais c'est parti. Et l'Eurodrone, c'est quand même ce qui va nous donner, à nous les États européens, l'indépendance dans les drones de moyenne altitude et de longue endurance, de renseignement, de surveillance, alors que nous utilisons aujourd'hui le Reaper américain. Moi, je ne suis pas contre, bien entendu, utiliser des équipements américains. Quand nous n'avons pas le choix, il faut bien acheter des équipements américains. Mais quand nous pouvons avoir des équipements européens et donc acquérir l'autonomie et la souveraineté nécessaires, je trouve que c'est mieux. Donc voilà un exemple de réussite. Puisque nous sommes avec Bruno Evin, je voudrais aussi signaler l'hélicoptère de combat, la suite du Tigre. Hein, le Tigre est notre hélicoptère de combat.
Nous avons réussi à engager la réalisation du nouveau standard, qu'on appelle le Tigre Standard 3, avec nos amis espagnols. Malheureusement, nos amis allemands ont dit tout compte fait, le Tigre, bof, ça ne nous intéresse pas trop pour l'instant, on verra peut-être plus tard. En tout cas, nous allons démarrer ce programme en bilatéral avec les Espagnols. Donc voilà 2 exemples de la moitié pleine du verre. Merci Joël Barre. Éric Trappier, le programme SCAF a vraiment eu du mal à prendre son envol, c'est toujours d'ailleurs le cas. Où en êtes-vous aujourd'hui et quelle est votre analyse sur les difficultés qui ont freiné ce programme ? D'abord, on a fait un réel choix au départ de lancer ce début de programme qui est d'abord un ensemble d'études, des études opérationnelles, parce que faut jamais oublier qu'au bout, il y a des opérationnels qui vont utiliser ces matériels, donc toujours avoir en tête cette boucle technico-opérationnelle entre ce que la technologie peut offrir et ce que les besoins opérationnels demandent aux industriels via la DGA, d'être capable de remplir ces besoins. Donc il y a plus de 3 ans maintenant, au Salon de Berlin, on a lancé ce programme entre France et Allemagne d'abord, et puis l'Espagne a rejoint. Les études opérationnelles se sont poursuivies, la phase qu'on a appelée début des études s'est faite, on a commencé à travailler ensemble, et puis on bute sur la phase 1B, qui est la suite après avoir bien discuté du partage des tâches, et il y a un désaccord aujourd'hui sur la nature même de la coopération qu'on peut avoir entre nous sur ces programmes de coopération. Donc le débat se poursuit pour l'instant entre les États et on verra ce que ça donne. Moi, ce que je voulais rajouter à Joël, c'est qu'évidemment, on est tout à fait engagé dans l'Europe de la défense, c'est absolument nécessaire, mais qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'au travers de l'OTAN, les Européens achètent massivement américains. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui, à la fois, doit stimuler le fait qu'il faut bâtir l'Europe de la défense, le fait qu'il faut faire des programmes en coopération très certainement, mais avec des méthodes qui font que on va convaincre les États de rentrer dans ces programmes parce que ça sera opérationnel. Aujourd'hui, on en est quand même encore loin. Vous avez vu un certain nombre de pays acheter le F-35 à un moment où on est plutôt, avec Thierry Breton, à appeler à acheter européen, c'est-à-dire une réelle préférence européenne qui était bannie il y a encore quelques années du vocabulaire européen, mais qui devient maintenant une référence pour acheter européen. Donc aujourd'hui, ça bloque sur le SCAF, comme ça bloque sur d'autres programmes, hein, c'est pas l'unique programme, c'est comme vous l'avez rappelé Michel au départ. Donc on verra ce que la suite va apporter. Merci Éric Trappier. Bruno Evin, le programme Tigre Mark III a été lancé pour le moment avec les Espagnols, mais sans les Allemands, comme l'a souligné Joël Barre. Pourtant, les Allemands étaient à l'origine dans ce programme dès le départ. Avez-vous des signes aujourd'hui positifs de la part de Berlin ? Est-ce qu'ils vont monter dans ce programme ? Ils avaient jusqu'ici, de mémoire, jusqu'à fin juin pour se décider. Est-ce que vous avez des signaux positifs ? Un point de contexte d'abord, hein, le Tigre Mark III, le contrat a été signé, Joël le mentionnait, en mars de cette année avec l'Espagne, après 3 années d'études qui impliquaient la France, l'Espagne et l'Allemagne. Par contrat, la porte est ouverte effectivement jusqu'à l'été pour permettre à l'Allemagne de rejoindre ce programme. Pour répondre plus précisément à la question, aujourd'hui, on n'a pas de signaux. Je dirais même au niveau opérationnel, au niveau ministère de la Défense, on a des signaux qui ne sont pas positifs par rapport à la priorité qui serait donnée au Tigre Mark III. Je considère néanmoins que tout est possible. Je considère que tout est possible parce que la décision sur ce type de programme, au-delà d'être opérationnelle, elle est politique. Et par rapport à un programme tel que celui-là, la question n'est pas est-ce qu'on lance ensemble un nouveau programme ? La question, est-ce que dans le cadre du déroulement d'un programme à mi-vie, est-ce qu'on confirme le fait qu'on reste ensemble ? Alors, dans le cas d'un nouveau programme, le fait qu'après des discussions, il puisse y avoir une décision négative, ça peut générer de la frustration, mais on est dans un contexte différent d'un programme où un certain nombre de pays auraient pu décider il y a 20 ans de lancer le Tigre et se retrouver dans une situation où dans la rénovation à mi-vie, finalement, on laisserait un certain nombre de partenaires finalement assumer les conséquences de la coopération sans en avoir le bénéfice. Et c'est dans ce contexte-là, au moment où il y a évidemment d'autres programmes en coopération au niveau européen qui se discutent,
où je considère que tout est possible. Ça suppose une décision politique, mais il y a un enjeu effectivement à confirmer la confiance dans le cadre du lancement de nouveaux programmes. Et c'est pour ça que les signaux, ils sont pas positifs au niveau opérationnel, je ne vais pas le cacher, mais je pense qu'au niveau politique, tout est possible. Mais ce serait quoi leur plan B ? La question, et dans la discussion qu'on a effectivement, la question c'est pas le futur du Tigre aujourd'hui qui est en question. La question de maintenir le Tigre au-delà d'un horizon 2030 n'est aujourd'hui pas un point qui est remis en cause. Donc dans ce cadre-là, il y a plusieurs options. L'option américaine, je n'y crois pas. Ça me semble pas une option réaliste. Une autre option pourrait être effectivement une évolution, traitement d'obsolescence, une configuration différente de celle du Tigre Mark III. Mais je pense que la raison, à un moment donné, devrait faire apparaître que l'optimum, à la fois opérationnel, industriel et budgétaire, devrait être de rejoindre le Tigre Mark III. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre plan B. À un moment donné, si on a une vision long terme par rapport au futur du Tigre, qu'à un moment donné, de rejoindre sur les bases qui ont été discutées ces dernières années. Merci Bruno Évin. Christian Cambon, vous êtes un observateur très attentif des questions de défense et notamment des coopérations européennes. Vous avez même organisé une thérapie de groupe entre Dassault et Airbus pour justement relancer à un moment donné le programme SCAF. Quel constat faites-vous aujourd'hui sur toutes ces questions de coopération ? Est-ce que la France a perdu son temps et a-t-elle fait les bons choix ? La question n'est pas bien facile, mais bon, je pense que, comme cela a été dit précédemment, la coopération européenne en matière d'armement est une nécessité absolue, faute de quoi on se remet pieds et poings dans les mains des industriels américains qui font du bon matériel, qui pèsent un poids stratégique et politique important. Simplement, dans ce cas-là, il faut le dire et puis en tirer toutes les conséquences, c'est-à-dire qu'on a, rien que pour la France, une industrie d'armement de l'ordre de 200 000, qui fait vivre quand même 200 000 personnes, c'est quand même pas une petite affaire, et on a un savoir-faire, on a des secteurs de pointe où on est parmi les tout meilleurs, notamment dans l'aéronautique, et donc je ne vois pas pourquoi on laisserait filer cela aux mains des Américains. La difficulté, c'est que nous sommes, de mon point de vue, dans une période de basculement. Un certain nombre de logiciels sont remis à zéro par l'impact que génère l'affaire russe et ukrainienne. Et pour ne reprendre qu'une image, le temps qui, il y a 2 ans, faisait l'objet d'une critique acerbe de la part du président de la République et d'une saillie dont tout le monde se souvient, maintenant devient le Graal. C'est-à-dire que l'on voit se succéder, et moi je les vois... puisqu'ils viennent, nous allons recevoir encore tout à l'heure le président du Parlement d'Ukraine qui arrive à 14h. On a vu nos amis d'Europe centrale, des Balkans, puis la Suède et la Finlande qui généralement venaient assez peu nous parler d'OTAN, et on les voit qui viennent frapper à la porte en nous suppliant de hâter l'approbation du traité qui va concrétiser l'entrée de ces pays dans l'OTAN. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de logiciels qui vont se modifier. Donc, il faut revenir à des principes simples. Est-ce que l'on veut une véritable Europe de la défense qui est basée sur une véritable BITD, un savoir-faire, et qui permet non pas d'exclure, bien évidemment, les industriels américains, mais en tous les cas de peser lourdement et de faire en sorte que ce ne soit pas systématiquement le raisonnement qu'on puisse avoir. On va chercher sur les étagères américaines. Donc je pense que, vu de notre point de vue, nous nous encourageons et nous soutenons bien évidemment nos industries de défense. Pour le Parlement, c'est quand même le moins qu'on puisse faire. Mais il faut être bien vigilant de la manière dont les choses se passent. Moi, je reste encore marqué par l'affaire de l'achat des F-35 par la Suisse, où jusqu'au tout dernier moment, on avait quand même de sérieux espoirs. Et un seul voyage de quelques heures du président Biden à Genève, du reste protégé par notre système aérien français. On est quand même très généreux et très gentil. Pendant qu'on était en train de se faire avoir, c'était nous qui surveillions la conversation des deux compères. On sait très bien sur quel argument les choses ont basculé. Et nos amis suisses qui, la main sur le cœur, et moi je les connais bien, nous disaient « mais c'est pour vous, ça va se faire, il n'y a pas de problème, vous êtes les meilleurs, vous êtes les moins chers ». Total, on connaît la suite. Donc, faut quand même être très attentif, et c'est pour ça que moi je crois à l'envers sur
la possibilité non pas de mots d'ordre, genre armée européenne, Europe de la défense, etc. Je pense que tous ces termes sont excessivement dangereux parce que d'abord, dans certains pays, ça ne se traduit même pas. Enfin, on ne comprend même pas de quoi il s'agit. Hein. En revanche, je pense que ce que nous avons appelé au Sénat la politique des briques, c'est-à-dire petit à petit monter le mur pour que la maison soit solide. Ce qu'on a fait avec la Belgique dans le programme CAMO, qui est en fait la modernisation franco-belge des blindés connectés légers, est un vrai progrès, un vrai sujet de satisfaction. Ce que nous avons fait un peu à nos dépens, mais on espère que ça va se corriger très vite en achetant ce qu'il convient de remplacer, ce que nous avons fait vis-à-vis de la Grèce et de la Croatie en prélevant sur nos propres forces aériennes. Je rappelle que c'est quand même près de 10% qui s'en vont en Grèce et en Croatie. Je pense que c'est aussi une autre méthode. Pas non plus constamment se vider de toutes nos réserves, mais en tous les cas, c'est une bonne méthode parce que voilà donc un pays qui va être sur le plan de l'aéronautique interopérable avec nous, y compris avec l'usage du Charles de Gaulle et bien d'autres applications. Donc je pense qu'il faut aller comme ça. On pourrait développer ce que l'on peut faire avec l'Italie, etc. Alors maintenant, avec nos voisins allemands, moi je crois qu'il y a un moment où il va falloir être très clair dans cette histoire. Moi, vous savez, je vois les parlementaires allemands et j'entends le langage vérité que nous tiennent les Allemands, dont j'ai eu l'occasion à l'époque de faire part au président de la République. Moi, les députés allemands me disent, vous savez, ce que dit Mme Merkel et ce que dit M. Macron, on s'en fout complètement. Je cite, parce que de toute façon, c'est le Bundestag qui votera ou qui ne votera pas le projet. Donc on fera ce qu'on voudra. Et derrière ça, on sait très bien que les parlementaires allemands ont des industriels allemands extrêmement influents qui pèsent très lourd. Bon, ça, je vois M. Barr qui sourit dans sa barbe, qui n'a pas. Voilà, c'est ça. Oui, mais enfin, il voit bien à quoi je fais allusion. Et donc, je pense qu'à un moment, il y a le moment politique qui va intervenir. Il y a le moment politique. On va sortir des élections là dans 15 jours. On a un président de la République pour 5 ans qui est dans un deuxième et dernier mandat. Donc c'est le moment d'avancer. Alors de deux choses l'une, où on dit vous voulez ou vous voulez pas. C'est comme dans la chanson. Hein. Donc et si on veut, il faut aller plus vite et y aller parce qu'on perd des années précieuses. Hein, car les industries de l'armement, c'est des industries du temps long. Donc les décisions qui sont prises maintenant, c'est pas pour la fin de l'année, c'est pour dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 2038 pour le Charles de Gaulle, pour le successeur de Charles de Gaulle. Donc vous voyez que c'est quand même des calendriers qui sont éloignés. Le porte-avions n'est pas en discussion avec les Allemands, mais vis-à-vis du SCAF, il va falloir effectivement remettre les pendules à l'heure et l'église au sein du village, parce qu'il y avait des accords qui avaient été conclus, d'un équilibre entre SCAF et MGCS, le MGCS, le char connecté, étant plutôt piloté par l'Allemagne et le SCAF étant plutôt piloté par la France. On est maintenant sur le pilier 1 qui pose les problèmes techniques et technologiques que nombre d'entre vous connaissent et qui font l'objet véritablement d'une grande difficulté. Donc je pense qu'il faut tenir à nos excellents amis allemands le langage de vérité en disant où on y va pas. Puis si on n'y va pas, il y a toujours des plans B, C, D, E, F, je ne sais pas, mais qui peuvent surgir ici ou là et qui peuvent être utiles. Et puis il y a d'autres partenaires en Europe. Hein. Moi je pense que le Brexit ne doit pas tirer un trait définitif sur la coopération avec nos amis britanniques qui eux-mêmes proposent un autre projet, Tempest, avec les Italiens. Je pose une question, parce que les parlementaires ont le droit de dire tout, y compris des bêtises, mais est-ce que l'Europe, au sortir de la crise du Covid et de la crise d'Ukraine, va être en mesure de s'offrir 2 projets concurrents ? Et c'est un vrai sujet. Donc toutes ces questions méritent effectivement à la fois qu'on y réfléchisse comme des colloques aujourd'hui, mais aussi que les responsables politiques assument les responsabilités qui sont les leurs pour faire des vrais choix et tirer les conséquences de cette affaire de Russie, ce qui n'est pas simple. Les militaires savent très bien ici, et les industriels tout autant, qu'on ne passe pas de l'état de paix à l'état de guerre comme ça par un claquement de main. On ne peut pas demander aux industriels brusquement de multiplier par 3 ou 4 les cadences. En revanche, il faut maintenant prendre en compte le fait qu'à 3 heures de Paris, on peut se battre comme dans une guerre traditionnelle et puis tenir compte aussi de l'émergence de ces nouveaux outils dont on a besoin. On l'a vu au Haut-Karabakh, l'impact des drones. Bon, c'est un vrai sujet, les drones. On n'avait pas totalement vu ça. Et quand on demande combien il y en a de drones, monsieur le délégué général, on a une réponse, mais elle n'est pas parfaitement satisfaisante, tout le monde le sait. Il va falloir aller plus loin et on pourrait multiplier ça, on parlera peut-être de la défense aérienne, un certain nombre de sujets. Donc voilà, on est un peu à la croisée des chemins.
un événement gravissime qui déstabilise l'Europe et peut-être le monde est intervenu. Quelles conséquences on en tire pour l'Europe de la défense, en tous les cas pour la défense française et puis notre coopération au sein de l'Europe? C'est maintenant qu'il faut qu'on prenne les bonnes décisions. Je crois que c'est les politiques qui prennent les décisions. Merci, Monsieur Cambon. Justement, Monsieur Barre, en dépit des doutes de Christian Cambon, quels sont néanmoins les programmes les plus prometteurs qui pourraient être lancés in fine et quels seront leurs critères de réussite? Écoutez, d'abord, sur un plan général, peut-être la coopération ne peut être effective, ne peut être efficace que si effectivement on respecte un certain nombre de conditions, de critères. Je vais essayer de commencer par répondre à cette première partie de votre question. Évidemment, il faut avoir un besoin entre les différentes armées des différents pays qui soit conjoint. Évidemment, il faut avoir un calendrier de réalisation des équipements qui soit le même, qui soit synchrone. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours le cas. J'ai en tête que, par exemple, le président Cambon vient de le dire, nous avons la volonté de continuer la coopération avec nos amis britanniques, en particulier sur le missile, le futur des missiles anti-navires, le futur des missiles de croisière. Eh bien, sur le besoin entre les deux armées françaises et britanniques, il y a encore matière à travailler à la convergence. Donc, c'est pas forcément évident. On peut avoir des concepts d'emploi dans les armées de deux pays différents qui sont disjoints. En termes de calendrier, je ne voudrais pas trop parler quand même de nos amis allemands, mais en termes de calendrier, le contre-exemple sur les besoins, c'est la patrouille maritime. Sur la patrouille maritime, la décision qui a été prise par notre partenaire allemand d'acheter du P-8 de Boeing à l'horizon 2035, 2025 en termes de décision, et puis les avions arriveront assez vite, désynchronise un petit peu les besoins futurs en patrouille maritime pour ce qui concerne la France et l'Allemagne. Donc, on essaye de concilier cela, on fait des efforts là-dessus, mais évidemment, c'est pas simple. Bref, donc il vaut mieux avoir un besoin, un calendrier commun, c'est clair. Deuxièmement, il faut avoir des critères d'efficacité, efficacité de gouvernance et d'efficacité d'organisation industrielle. Efficacité de gouvernance, par exemple, sur les deux programmes phares. Alors vous me demandez quels sont les deux programmes prometteurs sur lesquels il faut travailler. Je crois qu'ils viennent d'être évoqués. Il faut sortir du blocage actuel que nous avons sur le FCAS et sur le MGCS avec notre partenaire allemand. Il faut en sortir. Nous y travaillons les uns et les autres, les étatiques que je représente, les industriels ici présents. Et j'espère qu'effectivement, dans les semaines qui viennent, on pourra le faire, on pourra en sortir. Je suis d'accord avec ce que vient de dire le président Cambon, c'est-à-dire que la situation actuelle ne peut pas durer éternellement. Il faut quand même résoudre le problème qui est sur la table aujourd'hui des deux côtés pour continuer les travaux préparatoires qui ont déjà été engagés sur ces programmes. Donc efficacité de gouvernance, efficacité d'organisation industrielle. Efficacité d'organisation industrielle, ça veut dire d'abord un découpage des travaux avec des responsabilités clairement établies sous-système par sous-système. Il faut que chacun de ces sous-systèmes ait un responsable industriel identifié, qu'il le sache et qu'on le connaisse. Et puis évidemment, il vaut mieux que ce soit celui qui soit le plus compétent, qui a la meilleure expertise, le plus grand savoir-faire dans le domaine. Bon, il y a toujours des discussions entre industries dans différents pays sur ce sujet-là. Mais il faut arriver à trouver effectivement cette logique que nous appelons parfois le best athlete en jargon franglais pour l'appliquer. Et puis il faut des équilibres. Oui, il faut des équilibres, effectivement. Il faut des équilibres entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, etc. Mais ces équilibres, il faut les apprécier de façon aussi globale, aussi large que possible, de manière effectivement à ne pas créer de contraintes exagérées sur nos différents programmes. Voilà, écoutez, j'espère que dans les semaines qui viennent, ce que je viens de dire là, qui je le concède bien volontiers, est un petit peu théorique, nous allons arriver enfin à l'appliquer à la suite du FCAS et du MGCS. Merci Joël Barre. Éric Trappier, le principe évoqué par Joël Barre du best athlète a été l'une des priorités dans la préparation de tous les programmes, notamment du SCAF et de l'Eurodrome. Est-ce que ce principe a été respecté
dans l'organisation industrielle entre vous, Dassault et Airbus, et évidemment dans l'Eurodrone avec les Italiens et les Espagnols. Est-ce que c'est un principe qui a été respecté ou bien ça, il a fallu faire des compromis? Et j'aimerais vous poser une question, parce que vous avez réalisé un programme en coopération européenne qui est le Neurone, qui était plutôt, enfin qui est même un programme réussi. C'était quoi le principe de ce programme Neurone? Alors, je dirais que le principe, d'abord, il est inclus dans le lancement de l'Eurodrone. On s'était tous réunis entre industriels à la demande des États et on a défini ce que devait être un strong prime, en français, un maître d'œuvre fort, c'est-à-dire celui qui décide. C'est le cas, c'est Airbus qui est maître d'œuvre fort pour l'Eurodrone et Dassault qui est sous-traitant de Airbus, et ça me paraît naturel, et nous jouons parfaitement bien le jeu derrière le maître d'œuvre qui a été désigné et accepté par les États au travers de l'OCAR. Sur le Neurone, c'est bien ces principes-là. On a fait un démonstrateur de technologie, de furtivité en particulier, un démonstrateur de drones de combat, sans pilote, mais on a aussi fait un démonstrateur de coopération, c'est-à-dire on tient les délais, on tient les coûts, parce que ça n'a pas été cité, mais dans les grands programmes de coopération, il faut aussi qu'à la fin, on tienne dans les budgets qui ont été annoncés au départ. On ne fait pas de la coopération pour faire de la coopération, puis après, on paye. Et 3, on doit, et vous l'avez cité, être efficace d'un point de vue opérationnel. Donc on est soumis à une réelle évaluation par les opérationnels ou par la DGA quand il s'agit d'un démonstrateur technologique, de vérifier que les performances sur lesquelles on s'était engagé sont tenues. Ce qui a été le cas sur Neurone, on était 6 pays, 6 industriels, on a tenu les délais, on a tenu les coûts, et les performances opérationnelles de ce drone sur la furtivité vont même au-delà de ce qui était prévu, et ce drone continue à voler. Donc c'est ces principes-là, et c'est sur ces principes-là qu'on s'est mis d'accord au départ. Et au départ, et je dirais même entre États, c'est-à-dire on ne fait pas du coco, on ne fait pas du co-contractant, on fait du leadership. Il y a un leader, bien sûr que le best athlète se confronte aussi à la réalité de partager. Aujourd'hui, Dassault n'a qu'un tiers du travail, puisque Airbus a un tiers en Allemagne et un autre tiers en Espagne. Ça fait 2 tiers, donc je n'ai plus qu'un tiers. Malgré ça, je souhaite assumer les responsabilités du contrat, parce que la DGA, elle, ce qu'elle veut, au nom des 3 pays, c'est un maître d'œuvre responsable, de la même manière que l'OCAR a un maître d'œuvre responsable. Et même si on parle de technologie et qu'on ne parle pas de programme, ça préfigure de facto quand même de ce que devra être un programme, qui soit Eurodrone ou qui soit NGCS ou qui soit FCAS. Donc c'est bien ces principes d'avoir un leader qui n'est pas tous les jours remis en cause sur un certain nombre de sujets, des best athlètes qu'on choisit en fonction quand même du partage qu'on doit faire, et un partenariat in fine qu'on a bâti et qui permet quand même à une juste participation de ceux qui sont dedans. Donc c'est comme ça qu'on a bâti ce projet. On n'en est qu'au tout début, donc de toutes les manières il y a encore des étapes après, et c'est sur ces principes-là, après, Christian Cambon l'a rappelé, ou c'est Joël qui l'a rappelé, sur le fait qu'on se soit fortement battu sur le partage des tâches, mais ça a été fait, ça a été agréé il y a 1 an à peu près, et donc normalement, la phase 1B doit pouvoir partir sous réserve que tout le monde soit d'accord, ce qui n'est pas encore le cas, comme l'a rappelé Joël Barre. Voilà. Mais le Neurone était un démonstrateur aussi de coopération. Il n'y a pas que certains qui savent coopérer. Dassault sait coopérer. Éric Trappier, je vais vous garder le micro. Justement, l'Eurodrone, ça a marché. Ça va. Vous avez le contrat a été notifié. Oui, ouais, mais pas encore. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, au niveau de l'organisation, au niveau de la contractualisation, ça a été fait. Est-ce que sur le SCAF, ça peut l'être encore ou pas? Moi, je crois que ça peut l'être. On ne peut absolument pas dire que c'est impossible. Si on respecte un certain nombre de principes qui ont été édictés, et si les États en sont d'accord encore, comme ils l'étaient il y a quelques années, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas démarrer. En plus, on n'est qu'à une première page. Ce livre va avoir 1000 pages avant qu'on voit un avion opérationnel voler. Donc, on en est à la 2e page, si on ne veut pas dire la première, puis il y a une première phase.
Bon, si on ne fait pas la deuxième page, c'est sûr qu'on n'écrira pas les 1000 pages. Donc il reste du temps pour négocier le reste. On ne va pas tout négocier aujourd'hui. La manière dont on va coopérer dans le futur, ça dépendra de tout un tas de paramètres, y compris d'ailleurs un paramètre nouveau qui est l'interopérabilité avec le F-35, parce qu'on parle beaucoup d'interopérabilité OTAN. Je rappelle que l'interopérabilité OTAN, c'est répondre à des standards OTAN pour que les pays de l'OTAN, les armées de l'OTAN, les industriels de l'OTAN puissent travailler ensemble et faire en sorte que les opérationnels sont... Le F-35, il a juste un problème. Il n'est pas OTAN, il est US. Donc ça va poser un problème, par exemple à l'Allemagne, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, de faire coopérer un certain nombre d'objets américains et d'objets qui sont européens. C'est aussi un des objectifs du SCAF de voir comment ce sujet-là sera traité. Merci Éric Trappier. Bruno Yvain, si jamais par hasard les Allemands ne montent pas dans le programme Tigre Standard 3, quelles seraient les conséquences pour Airbus Hélicoptère d'abord, pour l'armée de terre et puis pour ce programme en coopération? L'enjeu, il n'est pas industriel. Le programme, il est confirmé à travers la France et l'Espagne. Donc en termes de futur du Tigre, en termes de compétences côté Airbus Hélicoptère, les principaux enjeux sont, je dirais, sont adressés. L'enjeu, il est opérationnel, en particulier pour les opérationnels allemands, la question de disposer dans le futur d'un hélicoptère d'attaque capable d'opérer dans un milieu à haute intensité. On voit combien c'est important aujourd'hui. Et puis l'enjeu, il est politique. L'enjeu, il est politique par rapport au contrat de confiance de pays qui lancent un programme et qui, dans le cadre d'une rénovation à mi-vie, doivent s'aligner sur le fait de poursuivre le programme ensemble. Donc je pense que l'enjeu, il est avant tout opérationnel, mais surtout politique. Aujourd'hui, au niveau industriel, le programme est lancé, donc c'est pas le sujet principal. Mais pour l'armée de terre, en tout cas, ce qui a été convenu entre la France et l'Espagne, c'est la modernisation d'une partie de la flotte de l'armée de terre française. Est-ce que, et on le voit bien avec la guerre en Ukraine, où la masse est importante, est-ce que finalement, déjà, je crois qu'on a une flotte, enfin l'armée de terre a une flotte de 67 Tigres de mémoire, est-ce que finalement la modernisation de toute la flotte est nécessaire pour cette armée de terre? Non, j'imagine. Là, vous évoquez le fait que dans le cadre du contrat, il y a 25 hélicoptères Tigre qui sont en option dans le cadre de la mise au standard Tigre Mark III. Donc s'ils sont en option, c'est-à-dire que le besoin existe, et donc cette question, elle se posera. À travers cette question-là, on illustre simplement le fait que quand on démarre en coopération, le fait qu'à un moment donné, l'un des deux partenaires puisse décider de ne pas poursuivre n'est pas sans conséquence sur l'autre partenaire. C'est pour ça que je reviens sur le fait que la question du Tigre Mark III et d'avoir l'Allemagne qui rejoint le Tigre Mark III, oui ou non, est pour moi avant tout une question politique. Merci Bruno Yvain. Christian Cambon, je reviens un peu à la charge. Comment peut-on pousser les Allemands à coopérer avec la France? Comment justement, en les mettant en concurrence avec des plans C, des plans D, des plans F? Déjà, il faut parler clairement. Déjà, il faut leur dire qu'effectivement, il n'y a pas qu'une seule solution envisageable. Et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Je pense qu'avec l'Allemagne, il faut déjà bien comprendre la dimension constitutionnelle. À savoir que le Bundestag a des pouvoirs bien supérieurs au Parlement allemand, et des pouvoirs français, pardon, et des pouvoirs qui sont passablement indépendants du rôle du gouvernement allemand et du chancelier. Donc il faut surveiller cela de près, mettre en avant cette diplomatie parlementaire qui fait qu'on doit se parler plus souvent. Moi, c'est quand même un signe. Il y a eu des élections en Allemagne, je crois, en décembre. Je n'ai jamais eu le moindre contact avec ma collègue présidente de la commission de la Défense. Donc je suis obligé de relancer notre sympathique ambassadeur Lucas ici à Paris pour lui dire on veut bien aller à Berlin, on veut bien les recevoir, on voudrait parler pour savoir où est-ce que vous en êtes. Parce que les derniers entretiens qu'on avait eus à Berlin étaient quand même assez inquiétants. Voilà. Alors je pense qu'il y a la dimension politique, elle joue. Mais la dimension politique, elle va plus loin parce qu'en fait, tout le monde connaît bien l'origine de tout ça. C'est que entre la philosophie de l'armée allemande, la philosophie de l'armée française, sa pratique, il y a des différences qui datent de l'histoire et il n'est pas question de revenir là-dessus. On respecte tout à fait la philosophie des Allemands dans ce domaine. Simplement, il vient d'y avoir des changements importants. Le fait même de mettre 100 milliards
sur la table, c'est pas totalement neutre de la part des Allemands. Alors, reste à savoir ce qu'ils vont faire de ces 100 milliards. Enfin, je pense qu'il faut surtout les convaincre, et c'est les politiques, c'est le président de la République qui voit le chancelier, c'est les gouvernements, c'est les parlements qui doivent se parler. Mais je vais prendre un exemple très simple. Au cours de l'affaire ukrainienne qui nous occupe de manière assez tragique, on a une déclaration de nos amis allemands qui, tirant les conséquences, à juste titre, de la faiblesse de la défense aérienne en Ukraine et des dommages très considérables que les missiles ont infligés à la population civile, se pose la question de la défense aérienne de leur territoire. Je pense que ce problème se pose aussi à nous, un autre sujet. Or, on a eu une déclaration selon laquelle ils souhaitaient se doter du dôme de fer, le système israélien, en l'offrant généreusement à la Pologne et à la Slovaquie, je crois. On aurait pu aussi demander aux Français ce qu'ils en pensent et si éventuellement on peut se lancer sur le plan européen dans une réflexion de protection de l'espace aérien. Puisqu'on sait très bien que l'espace aérien, qui est une entrée... puisque l'espace aérien qui est une entrée dans le champ, une première entrée dans le champ, évidemment, frappe les esprits par les dégâts qu'il peut créer. Ben là, voilà des thématiques dont on se demande pourquoi Français et Allemands n'ont pas parlé avant de les lancer comme ça. Est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? C'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une philosophie presque politique entre la France et l'Allemagne. Et moi, puisque j'ai non seulement la défense mais les affaires étrangères, je ne devrais pas porter de doute sur ce terme sacro-saint en France du couple franco-allemand. J'aimerais que de temps à autre, nos amis allemands parlent du couple allemand-français. Ce serait bien, y compris sur ces sujets. Merci Christian Cambon. Joël Barre, le dernier Conseil européen a validé le principe des coopérations communes et des achats communs entre les États européens. Estimez-vous que le Fonds européen de la défense, même s'il est encore très très embryonnaire, pourrait être en définitive la première pierre d'une Europe de l'armement ? Oh ben écoutez, je crois qu'on peut l'espérer quand même. Le Fonds européen de défense, je me souviens quand il est né, il y a quoi, 2 ans peut-être, certains ont dit « Ah, mais c'est dommage, on va avoir que 8 milliards », alors que des chiffres précédents avaient circulé à hauteur de 13, 15 ou 16 milliards, je ne me souviens plus des chiffres exacts, peu importe. Bon, je crois qu'il ne faut pas comparer 8, qui est le chiffre qui a été finalement alloué, avec les 13 ou 15 qu'on avait pu espérer avant. Il faut comparer 8 avec 0. Jusqu'à présent, c'était 0. Bon, donc que le Fonds européen de défense soit arrivé, qu'il prévoit ces 8 milliards d'euros sur 21-27, tel que c'est le cas aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'inédit. C'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose de nouveau, dont la défense des différents pays européens et son industrie, l'industrie des différents pays, peuvent et doivent profiter. Alors, on va voir l'usage, évidemment. Moi, je suis à ce stade relativement optimiste parce que le Fonds européen de défense a été préparé par un programme préparatoire, précisément, qui s'appelait le DIDP ou le PEDID, suivant qu'on parle en français ou en anglais, enfin bref. Un programme de 500 millions d'euros sur les années 2019-2020, si ma mémoire est bonne, qui, me semble-t-il, a donné de bons résultats. C'est-à-dire que des projets ont été lancés dans le cadre de ce programme préparatoire. Des projets ont été lancés avec un grand nombre de pays européens. Par exemple, nous les Français, nous coopérons, je crois, dans l'ensemble de ces projets avec 25 des 27 États de l'Union. Bon, c'était quand même pas dans nos habitudes, il faut bien le reconnaître. On est sorti du cadre de coopération biomultilatérale avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni quand il était encore dans l'Union européenne, etc. On a vraiment élargi le cadre de coopération. Ensuite, les projets qui ont été retenus sont des projets qui correspondent à des besoins. Vous me direz, c'est quand même un minimum. Oui, mais enfin bon, faut effectivement s'en assurer. Et puis nous avons notre industrie, je crois, l'industrie française, puisque c'est celle-là quand même que moi je suis payé pour soutenir, si je puis dire. L'industrie française a un taux de retour sur le PEDID 19-20 de l'ordre de 23 ou 24%, ce qui est un bon chiffre. Nous avons d'ailleurs, au titre de ce PEDID, aussi bénéficié d'une subvention à l'Eurodrone, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la Commission européenne est convenue que, effectivement, c'était une bonne idée de mettre 100 millions d'euros sur la table pour contribuer au développement de l'Eurodrone, qui est parti sur une base multilatérale au sein de l'OCCAR. Et ça, c'est important. Parce que l'un des problèmes que nous avons régulièrement dans notre coopération européenne, c'est que chaque fois qu'on a
une idée, un projet, une initiative, un instrument nouveau qui se crée, on a parfois tendance à créer l'organisation qui sera chargée de gérer cet instrument. Bon, parfois il y a des organisations qui existent déjà et il faut s'appuyer dessus plutôt que d'en créer une nouvelle. Hein, moi j'ai connu dans le spatial, dans les années, je ne sais plus quand c'était, il y a quelques années de cela, la création par la Commission européenne de l'agence qui s'appelle maintenant EU Space, je ne sais plus ce que ça veut dire, enfin une agence de programmes spatiaux qui, parlons clair, duplique ce que fait l'agence spatiale européenne, l'ESA. Il ne faudrait pas qu'on fasse la même chose dans le domaine de l'armement. C'est-à-dire que dans le domaine de l'armement, en termes d'acquisition, on a une agence qui s'appelle l'OCAR, qui est une agence intergouvernementale. Ah oui, elle est intergouvernementale, elle n'est pas communautaire. Bon, ben là, je me tourne vers le président Cambon. J'ai dit c'était effectivement aux politiques de dire, bon, ben écoutez, il faut peut-être sortir de ces querelles intergouvernementales versus communautaires pour privilégier l'efficacité. Donc, les résultats du programme préparatoire me semble quand même un élément positif. J'espère que le Fonds européen de défense va confirmer cela. Alors maintenant, on attend la sélection des projets du FED 21, la première annuité. On attend aussi de pouvoir mettre au point avec la Commission européenne les règles qui s'appliqueront à l'industrie dans le cadre de ces projets. Règles de sécurité de défense, la Commission européenne n'est pas habituée à ça, évidemment. Règles de propriété industrielle, etc., etc. Il faut que tout ça converge rapidement d'ici la fin de l'année dans le cadre de la première annuité. Mais on a quand même bien démarré. Alors ensuite, maintenant, le commissaire Breton nous l'a dit tout à l'heure, il faut aller plus loin, il faut faire l'acquisition commune. Très bien, à condition effectivement d'être en ligne avec ce qui me semble être les lignes directrices qu'il faut respecter, que je viens de répéter. Alors, si j'ai bien compris, on nous dit aujourd'hui on va mettre 500 millions d'euros de plus sur la table. Bon, 500 millions d'euros à l'échelle des grands programmes d'armement, il faut bien reconnaître que ce n'est pas grand-chose. Donc il faut espérer que ce soit effectivement un point de départ. Alors si je comprends bien, ça va être pour recompléter des stocks de munitions, des rechanges, enfin des éléments qui ont été utilisés dans le cadre de la crise en Ukraine. C'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Mais il faut effectivement que le Fonds européen de défense, qui est une mutualisation d'actions de recherche et développement entre les différents pays de l'Union, puisse effectivement déboucher aussi sur des acquisitions communes, et des acquisitions communes, bien entendu, en Europe. Avec l'argent des Européens, on ne va pas acheter américain. Il ne faut pas espérer, en tout cas. Éric Trappier, vous avez manifestement planché sur des plans B par rapport au programme SCAF et y compris à l'avion de patrouille maritime. Vous avez souligné tout à l'heure que vous aviez un désaccord sur l'esprit de la coopération avec Airbus, ce qui va au-delà d'un problème, je dirais, technique. Est-ce que tous ces programmes, en tout cas ces plans B, peuvent être une vraie alternative ou pas, ou c'est une façon de négocier? Et j'avais une petite question complémentaire. Vous avez aussi l'ambition de lancer un avion spatial. Est-ce que c'est complémentaire à ces programmes-là ou c'est en plus? Écoutez, un industriel a toujours des plans B, parce qu'aucun industriel au monde ne peut se dire que ce qu'il a défini au lancement d'un programme, d'un développement, ne va pas avoir des difficultés. Donc il a obligation d'avoir des plans B. Voilà. Alors là, l'affaire n'est pas liée exclusivement à Dassault, elle est liée aussi aux autorités françaises et les partenaires qui se sont rentrés dans ce programme-là. Donc, y a-t-il un plan B au sein du SCAF ? Je ne suis pas sûr. Y a-t-il un plan B indépendamment du SCAF, mais en conservant la problématique du SCAF, c'est-à-dire faire un grand système interopérable en Europe pour les forces armées européennes, compatible forcément des forces de l'OTAN et donc des États-Unis, et de faire un nouvel avion de combat? La réponse est forcément oui. D'ailleurs, j'en veux pour preuve quand même, c'est qu'on va fêter et célébrer dans quelques semaines, l'armée de l'air et de l'espace va fêter quelque chose qui va s'appeler de l'ouragan au Rafale. On a juste plus de 70 ans d'expérience à faire des avions de combat pour la France, pour les forces armées, qui, je le pense et je le crois, ont donné satisfaction aux armées françaises. Et d'ailleurs, pas exclusivement aux armées françaises, elles ont aussi donné satisfaction à beaucoup de pays en dehors de la France, en Europe un peu, parce que les Européens ont une préférence américaine, c'est bien connu, j'espère que ça va changer, mais en dehors, on a d'autres partenaires qui, eux, ont toujours fait confiance dans la France et dans l'aviation de combat française, c'est-à-dire les avions d'assaut, et c'est important. Et
on a en plus de ça la dissuasion nucléaire qui se fait au travers le Mirage 4 et qui ensuite a été porté par le Mirage 2000 et le Rafale, qui est un des points d'importance, et c'est pas la guerre aujourd'hui qui se passe en Ukraine qui va nous dissuader d'avoir la dissuasion. Donc tous ces sujets-là sont d'importance. Donc c'est pas parce que le SCAF ne verra pas le jour de la manière dont il a été bâti, et j'espère qu'il verra le jour de la manière dont il a bâti, je ferme la parenthèse, que tout s'arrête. Donc forcément, il faudra qu'il y ait un plan B, lequel, franco-français ou avec d'autres partenaires, Joël l'a introduit très légèrement au départ, on verra, mais on a l'obligation de faire en sorte que soit le plan A réussisse, soit d'avoir un plan B. C'est absolument nécessaire. Pour l'exportation, je rappelle que ça fait partie des règles du jeu. Si dans les règles du jeu du départ de la coopération, on ne sait pas si on va pouvoir exporter, ou si on a la crainte que ces règles changent, ça doit être un point au minimum de négociation, voire de blocage. Oui, mais ces règles d'exportation peuvent être très évolutives. On le voit, elles peuvent changer au gré des gouvernements. Au moins, quand c'est un certain nombre de pays, ça évolue. Mais il y a des règles qui ont été définies par l'État, validées par les parlementaires et donc à la main du pouvoir exécutif français. Il y a d'autres règles, par exemple avec l'Allemagne, qui sont en cours de discussion. Il y avait un accord qui s'appelait le Debré-Schmitt, je ne sais pas s'il a encore lieu ou pas, on parle maintenant d'autres types d'accords, mais on voit bien que sur ce sujet-là, il y a encore une interrogation majeure. Juste un mot pour approuver tout à fait ce qui vient d'être dit par Éric Trappier. On ne peut pas se lancer dans un programme de coopération européenne avec des enjeux aussi considérables que l'aviation de combat du futur si on ne se met pas d'accord sur les règles du jeu d'exportation entre les pays coopérants. Ça, c'est clair, hein. Ça, c'est inévitable. Donc il faut que dans les accords de coopération qui s'appliquent à un programme donné, il soit prévu dès l'origine les règles d'exportation telles qu'elles seront convenues entre les États participants. Et évidemment, je ne peux pas imaginer qu'une fois que les États se seront mis d'accord sur ces règles à l'origine, ils n'y soient pas fidèles. Mais c'est très important. Merci. Bruno Yvain, la préparation du futur, et je parle là du remplacement du Tigre et du NH90, je pense que c'est à l'horizon 2035-2040, même un peu plus tard, dans le cadre du programme ENGRT, fait l'objet d'une compétition, entre guillemets, avec le programme de l'OTAN, NGRC, je vais y arriver, tous ces acronymes. Le besoin exprimé va-t-il être défini par les Américains finalement ou pas, et quels sont les risques pour l'industrie européenne? Au milieu de tous ces acronymes, je vais essayer de faire un peu de pédagogie. Il n'y a pas d'opposition entre NGRC, qui est finalement un groupe de travail au sein de l'OTAN, qui réunit un certain nombre de pays, dont la France, au niveau opérationnel, avec l'objectif de réfléchir à ce que pourrait être le besoin dans le futur, à un horizon long terme, en termes de type d'hélicoptère. Donc les réflexions, elles sont autour de l'autonomie, de la connectivité, potentiellement de la grande vitesse, évidemment des concepts d'opération. Donc le fait que l'OTAN y réfléchisse, c'est plutôt une bonne chose. Par anticipation, je rappellerai que le NH90 est un programme qui est né d'une réflexion OTAN. Ce qui me semble indispensable dans ces phases très amont, c'est que l'ensemble des acteurs, et en particulier les acteurs européens, participent aux discussions. Ce qui serait terrible, c'est qu'effectivement, une réflexion dans le cadre de l'OTAN s'aligne sur un besoin opérationnel américain dont on sait très bien, puisqu'ils ont lancé le programme Future Vertical Lift, dont on sait très bien que les concepts d'opération peuvent être différents de ceux des Européens. Il y a des besoins liés à un potentiel conflit dans le Pacifique, avec le besoin de relier certaines îles qui peut nécessiter de la grande vitesse. Est-ce que c'est vraiment le besoin au niveau européen? Donc NGRC, c'est un groupe de travail opérationnel dans le cadre de l'OTAN, duquel pourrait sortir ou non une expression de besoin de programme. Cette expression de besoin de programme n'étant pas nécessairement la question du remplacement du NH90 et du Tigre. On voit qu'au niveau des États-Unis, les Américains, ils parlent de maintenir le Black Hawk et l'Apache à l'horizon 2060. Et je pense que le Tigre, à travers le Tigre Mark III et le NH90, c'est des programmes qui ont vocation à rester en opération 2045, voire 2050. La question, c'est est-ce qu'on parle d'un besoin complémentaire qui pourrait être une niche ou un besoin plus général? Face à ce besoin-là, si ça devait se traduire par un programme, il est essentiel
que l'industrie européenne, au titre de la souveraineté européenne, mais au titre aussi de la BITD, il est indispensable que l'industrie européenne soit en situation de faire une proposition compétitive. C'est tout l'enjeu de l'ENGRT, dans le cadre du Fonds européen de défense, ou Airbus Hélicoptère et Leonardo Hélicoptère, puisqu'à partir du moment où on envisagerait un programme européen, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il doit être en coopération avec les différents acteurs européens, et j'ai aucun doute sur le fait qu'on saurait se mettre d'accord le moment venu. Et donc, dans le cadre du Fonds européen de défense, on a soumis effectivement un projet qui vise à maturer des technologies. Donc on n'est pas au stade d'un programme, on n'est pas au stade de définir une architecture, on est au stade de se dire, s'il doit y avoir un programme décidé dans le cadre de l'OTAN, préparons les briques technologiques. Et ça, c'est l'objet de l'ENGRT, sur lesquels aujourd'hui les signaux sont positifs sur le fait que, ce que mentionnait Joël, dans le cadre des projets 2021 qui doivent être décidés dans le cadre du Fonds européen de défense, dans le fait que ce sujet-là serait éligible en priorité. Ce qu'il faut éviter, c'est finalement un H-35, c'est à l'image de ce qu'on a vu et de ce qu'on voit à travers le F-35, qui, ayant une longueur d'avance, finalement peut être sélectionné sans forcément qu'il réponde totalement à l'ensemble des exigences opérationnelles, voire de coûts d'opération. On veut éviter le H-35 et donc on veut, par rapport à un besoin futur potentiel, que l'Europe de la défense puisse répondre présent. Merci Bruno Evin. Et Christian Cambon, quand on voit tout l'argent qui va être mis dans le réarmement de l'Europe, est-ce que vous n'avez pas des craintes sur le fait que cet argent va finir à Washington ? Ah bah non. Nous, on ne vote pas des crédits pour que ça aille alimenter Washington. Enfin, c'est des amis, on aime bien parler avec eux, mais enfin quand même, il y a des limites à tout. Non, je pense que j'évoquais tout à l'heure ces logiciels qui sont remis à zéro. Il y a un certain nombre de questions qui vont certainement être posées au président de la République, qui va s'empresser de les transmettre au Parlement sur la suite de la loi de programmation militaire. Bon, je rappelle quand même qu'au terme de cette loi, et là j'en donne acte au président de la République, on aura quand même mis 295 milliards sur la table, ce qui n'est pas une somme tout à fait négligeable. Alors maintenant, la problématique est de savoir à quel niveau il faut porter l'effort de défense pour prendre en compte ces nouveaux défis. On a parlé des drones, on pourrait parler encore une fois de la défense aérienne, on pourrait parler de toutes ces armes tout à fait nouvelles qui coûtent extrêmement cher. Et donc l'idée, c'est de travailler au sein de l'Europe et de faire en sorte que tout ce qui peut être fait en commun puisse l'être. Mais je voudrais quand même souligner une petite dimension européenne. On voit arriver ce terme barbare de taxonomie, c'est-à-dire d'une espèce de lecture pseudo-moralisatrice qui vise à frapper les industriels de la défense et qui frappe de plein fouet, du reste, un certain nombre de petites et moyennes entreprises extrêmement innovantes et qui se voient maintenant refuser des financements parce qu'on les dit « oh là là, mais non pas du tout, c'est pas bien du tout de faire des armes ». Alors croyez-moi, il y a plein d'autres pays au monde qui n'ont pas ce genre de disposition. Et donc il faudrait qu'à Bruxelles, on atterrisse aussi là, et qu'on se pose et qu'on réfléchisse au nouveau contexte au nouveau contexte dans lequel nous sommes, parce que si vous savez, c'est comme aux courses à Vincennes. Si vous mettez de plus en plus de poids sur un cheval, il est sûr de jamais arriver devant. Donc là, il y a un certain nombre de règles qui nous inquiètent beaucoup, sur lesquelles, du reste, le Parlement s'est penché. On tire l'attention du président de la République, de nos amis européens, au Parlement européen. Il ferait bien de se secouer. Non, j'ai pas dit ça. Mais je dis qu'il faut quand même faire... Si, je l'ai dit. En fait, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'on peut se handicaper nous-mêmes alors que il y a beaucoup de raisons pour faire en sorte qu'on ne finance pas n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas du reste jusqu'à présent, mais qu'on ne se crée pas sous la pression de groupes bien identifiés, qui savent très bien ce qu'ils font, qu'on ne se crée pas un certain nombre de handicaps qui vont rendre effectivement non seulement la production, mais l'innovation très difficile dans toutes les armes que l'on évoque. Il faut savoir qu'un grand pays européen comme le nôtre, membre du Conseil de sécurité, qui a des responsabilités sur les 5 continents du reste, et si j'y ajoute les forces de souveraineté, eh bien nous devons d'avoir une industrie forte. Et alors quand il faut faire appel aux Américains, on le fait, mais enfin le moins souvent possible, c'est le mieux, parce qu'on est quand même très bon. Il y a des gens qui, ici, sont parmi les meilleurs du monde. Donc voilà. Nous avons 2 industriels de très haute qualité. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça qu'on les soutient activement. Voilà.
Merci Christian Cambon. On arrive pratiquement à la fin de cette table ronde. On va accélérer. Donc, Joël Barre, faut-il craindre un achat massif d'armement non européen dans le cadre du réarmement de l'Europe? C'était un peu la même question que Christian Cambon, en dépit des conclusions du Conseil européen. Comment voyez-vous ça? Faut-il le craindre? Je crois que ça a déjà été dit lors des précédentes interventions. La réponse est oui. La réponse est oui, c'est évident qu'il faut le craindre, parce qu'on se retrouve effectivement devant des États-Unis dont la puissance de l'offre technologique et industrielle est évidemment sans comparaison avec la nôtre, et quand je dis la nôtre, c'est celle de l'Europe, et puis parce qu'effectivement il y a, je crois que c'est le président Cambon qui le disait tout à l'heure, cette espèce de résurrection entre guillemets de l'OTAN et de la machine OTAN qui entraîne un peu tout le monde aujourd'hui pour des raisons évidentes, en particulier les pays de l'Est ou voire les pays du Nord, etc. Donc oui, c'est un vrai danger. Bruno Evin le disait tout à l'heure. Effectivement, il faut éviter que ne soit produit sur les hélicoptères ce qui s'est produit sur les avions de combat. C'est-à-dire, il faut éviter d'avoir un H-35 qui serait l'équivalent du F-35 pour les hélicoptères de combat du futur. Bon, la réponse à ça, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de débattre, c'est ce que nous venons de débattre pendant les quelques minutes de cette table ronde. C'est-à-dire, c'est construire effectivement la coopération européenne d'armement. Et bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet tous ensemble ce matin. Il faut s'en donner les moyens et on en a la volonté. Il faut pouvoir passer des paroles aux actes. Je rejoins tout à fait ce que dit le président Cambon il y a un instant sur le fait que aussi à Bruxelles, oui, il faut peut-être avancer dans la voie de la cohérence. Le président Cambon s'est élevé contre les discussions et autres réglementations qui sont en cours de gestation dans le cadre de la taxonomie. Je ne peux évidemment que souscrire à cette crainte. J'en soulèverai une autre. On entend dire dans les discussions qui ont précédé le Conseil de l'Union européenne de la semaine dernière, celui du 30 et 31 mai, qui a décidé les nouveaux instruments, les fameux 500 millions d'euros et la suite. On entend dire que certains à Bruxelles disent oui, mais il faut toujours quand même continuer à appliquer la politique de compétition qui est la nôtre. La politique de compétition, c'est bien, sauf que nous avons besoin d'une industrie de défense à l'échelle de l'Europe qui puisse se battre sur les marchés internationaux. Donc nous avons besoin d'une certaine taille critique, nous avons besoin de certains regroupements. Donc nous avons besoin de faire des champions parfois, des champions qui sont des champions européens. Alors oui, qui sont parfois en position monopolistique. Oui, il faut savoir travailler avec eux, il faut savoir négocier avec eux. Pour ça, il faut avoir des capacités étatiques suffisantes. Mais ça, il ne faut pas se réfugier derrière des tabous de compétition à tout va. Un autre exemple de la cohérence que l'on doit demander à la Commission européenne entre ces différentes politiques. Merci Joël Barre. Éric Trappier, on oppose souvent, en tout cas les observateurs opposent souvent votre modèle à celui d'Airbus. Finalement, les deux modèles marchent bien, côte à côte. Dans le monde de demain, où les enjeux technologiques et budgétaires et de souveraineté seront encore plus importants, est-ce que ces deux modèles vont rester en l'état ou pas? Non, mais les deux modèles marchent bien sur des sujets différents. On ne va pas comparer ce que fait Airbus sur les avions commerciaux avec ce que fait Dassault sur les avions d'affaires. Je ne sais pas de quoi on parle. Nous, on a une philosophie historique qui est small is beautiful, c'est-à-dire pour avoir l'efficacité, il ne faut pas forcément être gigantesque et grandir. Il faut simplement maîtriser les technologies, être totalement alerte sur ce qui se passe dans son entreprise et à l'extérieur de son entreprise, c'est-à-dire voir ses utilisateurs, qu'ils soient français ou internationaux, c'est vrai, des avions civils et des avions militaires. Dans l'avion militaire, la réponse est oui, nous sommes en opposition sur l'avion actuel, le Rafale et l'Eurofighter. Et nous ne disons pas, nous Dassault, que les deux modèles sont équivalents. On préfère le modèle Rafale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suppose si on demande à Airbus, ils préfèrent leur modèle. Donc c'est ça le fond du sujet. Alors, le Rafale va vivre pendant longtemps, aussi bien en France, dans les forces armées françaises, car il sera modernisé. Et donc, il est là pour au moins encore les 50 ans à venir, au grand minimum. Et donc, la priorité, c'est de se concentrer, surtout compte tenu du contexte, sur les modernisations de cet avion, de la même manière que très certainement l'Allemagne se concentrera, s'il en reste un peu, sur la modernisation de l'Eurofighter en parallèle du F-35. Et on verra ce qui se passe en Espagne et dans d'autres pays.
et se concentrer sur l'exportation du Rafale. Ce qui veut dire que là, ensemble, ce qu'on peut regarder, c'est préparer le futur à horizon 2040. Entre nous, 2040, c'est déjà perdu, car comme on ne démarre pas, et que sûrement les discussions seront longues, non pas pour cette phase-là, mais pour les phases à venir, ça prendra un peu de temps. Donc 2040, il y aura un premier standard, peut-être, sous réserve de. Donc on est parti plutôt pour les années 2050. Et pour répondre à la question de tout à l'heure sur l'avion spatial, là c'est plus du grand futur. Pour l'instant, on en est aujourd'hui sur les lanceurs et les satellites. Mais les choses vont évoluer dans le spatial, et j'avoue que les Américains ont pris une longueur d'avance sur les Européens, ne serait-ce que pour résister aux Chinois. Donc il y a des voies de coopération très grandes pour demain et après-demain, mais les deux modèles ne sont absolument pas en opposition. Ils sont très différents sur des produits très différents, donc il n'y a pas de raison de les opposer, ni de dire c'est les mêmes, ou les deux marchent, ou les deux sociétés marchent, il n'y a pas de doute. Merci Eric Trappier. Rapidement, Bruno Yvain, Airbus Hélicoptère a une expérience très élargie des coopérations à l'international, aussi bien au Brésil qu'en Roumanie, qu'en Chine, ou même avec le NH90. Finalement, vous avez réussi pas mal de coopérations. Quelles sont les clés du succès d'une coopération réussie ? D'abord, un premier commentaire, on parle beaucoup de coopération européenne depuis le début de la table ronde. Moi, je suis très optimiste et Airbus Hélicoptère en est pour moi le meilleur exemple. On vit la coopération, on la vit avec succès. Airbus Hélicoptère est né du programme Tigre et la coopération avec Leonardo sur le NH90. Les clés du succès, je pense, c'est d'avoir une vision long terme, partagée dans la durée avec un soutien politique fort. Elle est également, évidemment, d'avoir confiance et d'avoir la volonté de trouver les compromis. Les raisons pour ne pas faire la coopération, qu'elle soit opérationnelle, industrielle, elles existent toujours. Donc la question, c'est est-ce que finalement on veut les dépasser pour faire les bons compromis. Et ça suppose évidemment le respect des compétences, le respect des capacités, mais ça suppose aussi, et c'est pour ça que j'aime pas la notion de best athlète, je trouve qu'il y a une notion de jugement de valeur derrière cette notion-là. Je pense que évidemment il faut des primes, il faut des intégrateurs qui prennent des décisions, mais il y a le respect des compétences et des capacités, et à un moment donné, pour un programme donné, finalement faire les choix qui s'imposent. Mais c'est la clé du succès d'avoir une vision long terme partagée et la volonté de dépasser les difficultés du moment pour arriver au bon compromis. Je laisse le mot de la fin à Christian Cambon. Est-ce que les coopérations européennes, en tout cas celles qui ont été lancées en 2017, vont marcher ? Je pense effectivement que les événements que l'on est en train de vivre, malheureusement, vont plutôt dans le sens d'accroître ces coopérations. J'ai donné mon sentiment tout à l'heure, j'ai dit que c'était des coopérations en forme de construction, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher des termes devant lesquels il n'y a rien et qui affolent plutôt le reste de nos amis. Bon, je ressens tout de même des contacts fréquents, nombreux que nous avons avec les dirigeants d'Europe centrale, notamment un vrai regain autour de l'OTAN, je le dis sincèrement, parce que c'est une réalité et on vient carrément nous dire « dites à votre président que l'autonomie stratégique européenne, on verra ça un peu plus tard ». Donc ça, c'est quand même un élément dont il faut tenir compte. Et puis le dernier élément sur lequel je veux peut-être insister, c'est que tout cela repose aussi sur le soutien d'une opinion publique qu'il convient d'alimenter pour bien leur faire comprendre les enjeux. Moi, j'ai connu une LPM précédente où, effectivement, on continuait à plonger et à éreinter nos forces armées, et donc ceux-là même qui les équipaient. Et ça a duré 20 ans, et on sait dans quel état on a retrouvé nos forces armées avant d'opter effectivement pour un redressement. Mais ce n'est jamais gagné, l'opinion publique, on voit bien que... on ne va pas faire de politique ici, mais enfin une Assemblée nationale un peu différente de celle que nous avons connue va créer d'autres espaces de discussion, on va dire poliment. Et donc sur ces sujets-là, il va falloir être très vigilant. Le Sénat, pour sa part, reste, j'allais dire, mono-orienté sur la nécessité de renforcer nos forces armées et nos industriels, mais ne pensons pas que ces combats-là sont gagnés d'avance, car il y a aussi des gens qui prônent pour la réindustrialisation civile, pour faire plus d'hôpitaux, et Dieu sait si on en a besoin, d'autres équipements sociaux, etc., du logement. Or, il va y avoir des choix, et c'est bien ça ce qui caractérise les gouvernants, c'est qu'à un moment, il faut choisir. Or, si on veut aller au-delà, ce que le président de la République a laissé entendre, des 40 milliards, je rappelle que les marges là que nous allons regarder de près, je pense qu'elles vont être tenues, monsieur le délégué général,
3 milliards de plus par an jusqu'en 2025, c'est pas rien, 3 milliards de plus, hein, parce que ça ne fait que s'ajouter au reste. Donc il faut avoir la volonté politique d'assurer notre sécurité et notre défense. Et ça, je pense que ça passe aussi par un débat démocratique où les instances parlementaires, qui sont l'expression, je l'espère, de l'opinion publique, ne doivent pas être laissées de côté, parce que sans ça, c'est la rue qui tranche. Merci beaucoup pour ces mots de la fin, Monsieur Cambon. Merci à vous quatre. Je vous demande d'applaudir les quatre intervenants pour ce débat riche et intéressant.